Bien, un petit peu dans la lignée de ce qui vient d'être évoqué de façon beaucoup moins technique, mais sous un angle plus financier, on va dire, de financement, je vais vous présenter la lecture qu'on peut avoir en économie de l'intelligence artificielle, avec deux thématiques qui ne sont pas les seules qu'on peut avoir, mais quelle va être la structure des marchés qui va émerger, et on voit déjà à quoi ça va ressembler. On connaît les noms des probables grands arrivants. Et puis la deuxième conséquence, c'est quelles vont être les refontes sur le marché du travail, quels vont être les métiers qui vont disparaître, les métiers qui vont émerger, et quelles sont les questions qu'on peut se poser derrière, ce que je n'aborderai pas, notamment en termes de système éducatif. Voilà. Donc, très rapidement, la façon pour un économiste d'appréhender l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qui a été évoqué précédemment. Donc je vais évoquer ces 5 points, les espoirs de croissance qu'on a derrière avec cette potentielle 4e révolution industrielle, les chiffres qu'on projette dessus en termes de PIB et puis d'accroissement de la productivité, et puis des éléments objectifs tout bêtes qui vont déterminer la hiérarchie internationale, on va dire la géopolitique de l'IA, sur des données objectives, on va dire, donc les puissances de calcul, ce qui a été évoqué, de la donnée, des budgets d'investissement et des brevets déposés. Et là, on va voir que les bases sont déjà bien avancées pour ce qui est probable une hiérarchie qui sera peu modifiée par la suite. Donc une petite définition, je ne vais pas revenir dessus, on a déjà évoqué, juste pour faire voir la vitesse à laquelle ça a émergé. Ça a stationné pendant 60 ans, ça fait 60 ans qu'on parle d'intelligence artificielle entre les premiers concepts et les premiers articles, et puis une accélération très rapide, vous voyez, sur les 20-30 dernières années. Donc on a commencé par des algorithmes bancaires, qui était fondé sur de la donnée basique de saisie avec des objectifs de contrôle de la fraude. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, on a une accélération très rapide de l'ensemble des moyens techniques qui vont permettre une émergence de l'intelligence artificielle avec toutes les limites qu'on vient de voir précédemment. Donc, ces éléments techniques, ce sont les puissances de calcul qui explosent, la capacité de stockage, les données qu'on collecte maintenant massivement, dans ce qu'on appelle le big data, et les algorithmes d'apprentissage qui se développent très rapidement. Encore une fois, les techniques sur le papier existent depuis longtemps. Ce qui manquait, c'était le levier qui permettait de traiter aussi rapidement ce qu'on avait déjà à peu près établi d'un point de vue théorique. Alors aujourd'hui, on fonde de grands espoirs sur l'intelligence artificielle. On pourrait presque se poser la question, est-ce qu'on ne va pas au-delà de l'espoir et on passe dans des ambitions qui sont un peu démesurées? Bon, juste 2 chiffres. La dernière évaluation qui a été faite par l'Institut McKinsey envisage des croissances de la productivité mondiale de 0,8 à 1,4% par an jusqu'à l'horizon 2030, donc ce qui est assez impressionnant. Et puis une variation de la production, de la valeur ajoutée mondiale, de la richesse créée dans le monde, de environ 15 000 milliards de dollars d'ici 2030. Alors voilà, ça ce sont les projections. Maintenant, il faut faire attention entre la projection qui est souvent vendue pour lever des fonds, notamment auprès du capital risque, et puis la réalité, la sortie de la recherche effective. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plusieurs domaines et qui pourrait se renouveler dans le cas de l'intelligence artificielle. Donc, des ambitions très importantes. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de bluff pour lever des fonds jusqu'à raconter des choses qui ne sont pas exactement la réalité qu'on verra à la sortie. Ah, bon, j'ai un petit graphique qui a été un peu vite. Je ne sais pas revenir en arrière. Bon. Ok. Ah oui. Donc voilà différentes projections qui ont été faites par différents instituts. Donc vous voyez, on a un décollage grosso modo à partir de 2020-2021 et puis vous avez des taux de croissance qui sont plus ou moins linéaires. Alors on voit qu'il y a quand même une grande diversité des projections, ce qui veut quand même dire que tout ça est en pointillé et on n'est pas du tout sur du solide en termes de projection économique, de croissance et puis d'augmentation de la productivité. Et c'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans les 2 points que je vais évoquer par la suite.
on est quand même, en termes de conséquences économiques, dans du domaine limite spéculatif sur ce à quoi on peut s'attendre. Tout ça repose sur des analogies de choses qu'on connaît, mais qui ne sont pas complètement reproductibles dans le cas de l'intelligence artificielle, où on a quand même une rupture de modèle économique. On a certaines analogies, mais une certaine discontinuité par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Bon, tout ça sont quand même des organismes qui sont assez compétents dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, donc on peut quand même se poser la question sur une telle diversité de projections. Dans les éléments de base technique, donc j'évoquais quelques points. Donc première chose, la capacité de calcul. Quand on regarde la répartition mondiale de la capacité de calcul, on va faire rapide sans rentrer dans le détail, il y a 2 points qui émergent. C'est la suprématie des États-Unis en termes de puissance de calcul par rapport au parc qui est établi, et la suprématie de la Chine en termes de capacité de calcul. Donc bien faire la différence. Vous avez une intensité de la puissance calculatoire, je ne sais pas si on pourrait évoquer ça comme ça, qui est beaucoup plus forte aux États-Unis et aussi au Japon. Et inversement, vous avez plutôt du nombre de machines en Chine et aussi en Europe. Donc là, on voit des spécialisations qui se dessinent au niveau international et d'éventuelles complémentarités qui pourraient jouer entre différents intervenants. Donc je regardais juste les parcs, vous voyez la puissance de calcul, là, les États-Unis on a 38%, le graphique de gauche, et la capacité de calcul, donc le nombre de machines disponibles, et là je ne parle plus de rapidité d'exécution, on a 44% du parc mondial des 500 plus gros calculateurs qui est détenu par la Chine. La part de l'Europe est à chaque fois assez faible. On est de l'ordre de 10-12% quand vous compilez les 3 pays principaux qui sont la France, les États-Unis et le Royaume-Uni et l'Allemagne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si vous regardez maintenant par constructeur, là, la suprématie de ces 2 grands est encore plus forte. Vous avez 2 constructeurs non américains, chinois qui émergent. En Europe, vous avez Bull. Et aux États-Unis, au Japon, je persiste, vous avez Fujitsu. Le reste, ce sont des fabricants américains ou des fabricants chinois. Voilà, donc si vous regardez en part de marché, le part de marché des constructeurs chinois représente plus de 50%. Vous avez après un gros morceau restant, je dirais dans les 40%, qui est détenu par des constructeurs américains. Et le sol, c'est-à-dire à peu près 10%, est détenu moitié-moitié par les 2 constructeurs que j'ai évoqués, japonais et français, européens on va dire. Voilà, donc à gauche vous avez la puissance de calcul des machines. Donc on voit bien que les plus grosses puissances de calcul sont bien détenues par des machines américaines. Vous voyez, les 2 plus importantes, les 2 plus puissantes sont des machines IBM. Alors IBM qu'on retrouve en termes d'excellence, mais qu'on retrouve beaucoup moins en termes de quantité sur le marché. Deuxième élément essentiel pour l'intelligence artificielle, on l'a évoqué, la data. Donc la data, pour un économiste, quelles sont les conséquences? On voit un premier critère, c'est un avantage au volume. Clairement, plus vous avez de data, plus vous pouvez faire travailler vos algorithmes d'apprentissage et plus on a des chances éventuellement d'obtenir des résultats pertinents. Alors, il y a des domaines dans lesquels c'est assez facile d'obtenir de la data. Donc, vous voyez, les banques, les paiements mobiles, les hôpitaux, la distribution, réseaux sociaux, la cartographie. Ce qu'il faut voir derrière, ce sont les acteurs qui interviennent sur ces marchés. Donc les acteurs, on voit très bien, paiement mobile, quels sont les grands acteurs, les fintechs qui émergent maintenant, mais aussi des acteurs qui commencent à rentrer sur ce marché. Bon, la dernière annonce qui a été faite, c'est Google qui annonce une banque mobile. Donc on voit bien que ces acteurs ont déjà beaucoup de données et beaucoup de portes d'entrée pour collecter de la donnée. Réseaux sociaux, bien sûr. Hôpitaux, on a une certaine législation en Europe. Cette législation n'est pas celle qui est appliquée partout. Vous avez certains pays où l'utilisation de la donnée privée est encouragée par l'État, pour ne pas la mentionner, en Chine. En Chine, la donnée est collectée par l'État et mise à disposition des grands groupes qui sont, on va dire, sponsorisés par l'État, c'est-à-dire qui sont désignés comme étant des champions nationaux auxquels l'État donne les moyens d'élaborer une stratégie et puis d'exceller en utilisant la donnée qui est mise à disposition directement par l'État. Donc ce n'est pas l'État qui traite directement la donnée, mais il a désigné des champions et il leur donne les moyens pour. Je
Je vais évoquer un petit peu plus loin. Deuxième problème qu'on a déjà évoqué, c'est alors il y a un problème de difficulté technique et puis un problème de gouvernance. Donc problème de gouvernance, je viens de l'évoquer, c'est quel est le respect de la donnée privée qui est fait par les institutions, les entités qui collectent la donnée. Donc on a évoqué Cambridge Analytica, je viens d'évoquer la Chine. On pourrait rentrer beaucoup de noms dans cette configuration. Il y a un problème de confidentialité quand vous faites du stockage sur le cloud. Pour l'instant, la confidentialité est respectée. Jusqu'à quand cette confidentialité sera respectée? Il suffit que vous ayez un certain pressing de la part des autorités sur les grands opérateurs du cloud et on peut se demander quelle sera la porosité entre ces opérateurs et les États. Voilà, et puis autre problème qui a été évoqué, c'est le biais dans la collecte, puisque une partie de l'apprentissage, enfin une grande partie de l'apprentissage repose sur la collecte. Alors la donnée est brute, elle doit être traitée, elle doit être triée, elle doit être structurée, et si en plus, on vous a évoqué le problème de la main précédemment, s'il y a un biais sur la première collecte, on voit tout de suite que ça peut donner beaucoup de choses très très bizarres à la sortie. Voilà, et puis techniquement, il y aura un problème de stockage, puisque on a bien compris que la donnée était essentielle, donc on va chercher à ramasser le plus possible de données, mais les données, il faut les stocker, et les capacités, les besoins de stockage explosent. Et là, on va avoir un problème, je dirais, bêtement de compatibilité avec des objectifs, par exemple, de réchauffement climatique. Vous faites du stockage, le stockage, ça consomme de l'énergie, ça dégage de la chaleur, on fait quoi ? Alors pour l'instant, la solution, c'est de les mettre dans les mers arctiques, mais enfin, même là, on va finir par réchauffer. Donc, il y a un problème de compatibilité du système technique avec la trajectoire économique générale qu'on souhaiterait pour l'humanité au sens large. Voilà, donc des tendances qui vont un petit peu dans le mauvais sens, on va dire. C'est la 5G et puis la captation de données en temps réel. Alors, on voit très bien l'efficacité que ça peut avoir en termes d'optimisation de la consommation d'énergie pour l'utilisateur. Maintenant, il va falloir traiter cette donnée, il va falloir la stocker, et là, on va avoir de la consommation d'énergie. Donc, quel est l'équilibre entre l'énergie qui est économisée à la sortie et puis ce qu'on doit consommer pour pouvoir traiter cette donnée? Voilà, et puis dernière tendance, c'est l'utilisation en entreprise. On sait qu'un des biais des managers est de se reposer sur l'expertise. Alors on connaissait très bien ça avec le recours au cabinet de conseil. Ça fait toujours plus sérieux et puis ça permet aux managers d'étayer une partie de leur prise de décision. Le risque serait aussi d'utilisation forcenée à l'intelligence artificielle pour se donner un vernis de objectivité dans la prise de décision. Voilà, donc juste pour vous faire voir les évolutions qui sont projetées en termes de chiffre d'affaires et de revenus de la donnée. Donc on voit que c'est un marché qui est potentiellement explosif et que ça peut attirer effectivement les envies de beaucoup d'opérateurs. Troisième point, l'investissement. Donc l'investissement, alors là je pourrais vous assommer sous les chiffres, donc on va en sortir juste quelques-uns. En ordre global, vous voyez, c'est 40 milliards de dollars, c'est à l'année en 2017, 40 milliards de dollars sur l'ensemble du marché mondial. Alors on met dedans un petit peu toutes les applications et tous les axes possibles de développement. Les États-Unis en captent une très très grande partie pour ce qui est de l'investissement privé. Donc 5 milliards aux États-Unis avec un afflux monstrueux au niveau mondial du capital risque. Le capital risque a regardé pendant très très longtemps l'intelligence artificielle de façon très très distante et puis on a depuis 4-5 ans une accélération très très importante des investissements au capital risque. Alors le capital risque investit massivement aux États-Unis. Les États-Unis peuvent être caractérisés par un système qui est fondamentalement privé. Vous voyez, depuis 2011, on considère que les États-Unis ont capté à peu près les 2/3 des investissements du capital risque. Donc ce n'est pas un système de financement qui repose sur l'intervention de l'État. Le modèle opposé est vraiment celui de la Chine. En tout cas, jusqu'à récemment. Jusqu'à récemment, le modèle de la Chine est un modèle qui repose sur le financement de l'État. Donc on a eu un premier plan triennal de 15 milliards de dollars qui a servi à stabiliser et à viabiliser le marché. Puis maintenant, on a un deuxième plan très très lourd de 150 milliards de dollars. Donc, retenez juste l'ordre de grandeur. 150 milliards de dollars, c'est le plan gouvernemental chinois. Le plan gouvernemental européen, français, c'est 1,5 milliard d'euros. Donc, on voit la différence d'échelle. Voilà, donc ce plan stratégique, alors, il est allé en 3 phases. Alors, ce qui est
un petit peu inquiétant, c'est de voir la façon dont c'est programmé. C'est programmé, on va dire, à la japonaise, de façon très très rigoureuse, avec des objectifs à atteindre, avec des étapes successives. Donc il y a 3 étapes qui sont très très claires dans le plan chinois, avec, vous voyez, une première étape de rattrapage, une deuxième étape d'être leader, ou en tout cas d'amener de l'innovation dans des domaines relativement basiques, avec à terme l'objectif d'être en leadership mondial. Alors, ça peut paraître un petit peu prétentieux. Je vous renverrai juste à 1 ou 2 domaines dans lesquels la Chine a déjà fait preuve de sa capacité à investir et à prendre le leadership mondial. Le plus récent, c'est la batterie électrique dans la voiture automobile, dans le véhicule électrique. Aujourd'hui, vous avez un leadership qui est chinois et un petit peu coréen et un petit peu japonais. Les Européens sont aujourd'hui absents. On a lancé un plan, mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop tard? Donc voilà, il y a des domaines dans lesquels la Chine a fait preuve de sa capacité à se fixer des objectifs et à respecter ses objectifs. Je pourrais citer aussi 2 autres exemples de l'investissement chinois. Donc, vous voyez, State Grid Corporation of China, donc, qui est le monopole public de distribution de l'électricité en Chine, donc l'équivalent de RTE, c'est aujourd'hui un investisseur massif dans l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, vous avez l'État derrière. C'est un leader. Alors peut-être pas au niveau mondial, il doit arriver dans les 5/10e, mais en tout cas c'est le leader chinois en termes de détention des brevets et des publications. Le deuxième intervenant, vous voyez systématiquement dans les classements de publications de brevets, c'est l'Académie des sciences chinoises. Donc on a une présence très très forte des institutions publiques chinoises dans la recherche à un niveau presque 100 fois celui niveau européen. Bien, vous voyez le nombre de brevets, donc il y a une slide un petit peu plus loin sur le nombre de brevets, on va voir qu'effectivement c'est impressionnant, aussi bien au niveau des institutions publiques que privées qui sont en train de monter en puissance, où on a encore un leadership américain et japonais dans une moindre mesure, mais en termes de masse, la Chine est en train de montrer très très rapidement. Ce que je n'ai pas évoqué ici, c'est aussi la montée du capital risque en Chine. Le capital risque, vous le savez juste après, représentait 3% en Chine en 2015. Enfin, plutôt, la Chine captait 3% du capital risque dans l'intelligence artificielle en 2015. Aujourd'hui, c'est le 2e marché après les États-Unis. Donc vous avez une attractivité très très forte de la Chine qui est passée de inexistant sur les radars il y a 5 ans à aujourd'hui le 2e pôle en termes d'attractivité des investissements. Voilà, alors à côté vous avez d'autres intervenants, l'Inde, le Canada, le Japon, l'Israël. Israël est intéressant, on voit bien le cas d'un système productif qui investit massivement sur une technologie où vous avez, on va le voir encore une fois juste après, un tout petit pays qui capte une part plus que significative du capital risque mondial. L'Allemagne, la France. Voilà, quand vous regardez les firmes leaders, vous avez les grands qu'on connaît, donc les GAFAM auxquels il faut rajouter IBM, vous avez les opérateurs informatiques, Intel, Qualcomm, et puis tout le secteur informatique et électronique. D'accord, en Chine, ici j'ai oublié de rajouter... non, je l'ai mis. Un opérateur, donc les grands qu'on appelle les BATHX, il faut rajouter Huawei, qui sont bien sûr des groupes qui sont leaders sur leur marché, que ce soit le marché des réseaux sociaux, du commerce, du e-commerce, des moteurs de recherche. Donc là, ce sont des opérateurs qui sont en position de monopole, de position dominante sur le marché, exactement l'équivalent de ce que sont les GAFA sur leur marché américain, qu'ils sont en plus sur les marchés occidentaux, y compris européens. Ce que vous avez en plus en Chine, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la labellisation, c'est-à-dire un appui officiel de la part du gouvernement chinois qui va mettre à disposition des données qui sont captées par les institutions publiques à disposition de ces groupes privés. Voilà, et puis... la slide après va être particulièrement évocatrice, c'est l'intensité des dépenses en R&D. Quand vous regardez le montant des dépenses par rapport soit à la production du pays, soit par rapport au chiffre d'affaires, on voit qu'on est dans une toute autre logique dans les entreprises privées par rapport aux groupes publics. Voilà, donc j'ai marqué c'est très supérieur à celle des États. Vous allez voir, la recherche et développement d'Amazon, c'est supérieur au budget de la NASA et c'est à peu près 5 fois le budget du CNRS. Donc on voit le rapport de force qui est en train de s'établir entre les opérateurs privés et les opérateurs publics.
Voilà pour l'investissement total à gauche. Donc, vous voyez la croissance très très rapide. En 2012, on est à un niveau... bon, je n'avais pas le montant, mais enfin, on doit être de l'ordre de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à peu près 40 milliards de dollars. Donc, vous voyez la croissance très très rapide en moins de 10 ans. Et puis, la part des États-Unis qui reste toujours conséquente. Le graphique à droite, vous avez la croissance des investissements de capital risque dans l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, en 2011, quelque chose d'assez ridicule. On était à l'ordre de 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, on est à 19 milliards de dollars. Voilà. Pour 2018, on n'avait que les publications du premier semestre. Donc, on peut imaginer que le taux de croissance est aussi important. Ce que vous voyez aussi sur ce graphique, c'est la répartition. Vous voyez que les États-Unis sont encore majoritaires, de l'ordre de 50% à peu près. La Chine, c'est de l'ordre de 40%, l'Union européenne de l'ordre de 8%, et puis vous voyez en haut Israël, qui représente un montant, on va dire, loin d'être négligeable compte tenu de la taille du pays. Donc il est tout à fait possible d'avoir une spécialisation très très forte dans ce domaine, faut-il s'en donner les moyens. Voilà, donc le deuxième graphique qui est très parlant pour l'intensité, vous avez donc en jaune soit le PIB, soit le chiffre d'affaires. Donc à gauche c'est le PIB puisqu'on parle de pays, à droite ce sont des chiffres d'affaires. Et puis ce que vous avez en rouge, c'est le rapport, excusez-moi, c'est pas le PIB, c'est la dépense totale en R&D. Quand c'est précisé en intelligence artificielle. En rouge, le petit point que vous avez en rouge, c'est le rapport de ces dépenses de R&D par rapport au chiffre d'affaires. D'accord ? Donc le point rouge est bien le rapport, le point jaune, c'est le montant total. Voilà. Vous voyez la France, alors si vous regardez déjà les dépenses totales de l'État français, de la France, État français plus dépenses privées, vous voyez que ces dépenses totales de R&D sont inférieures aux dépenses totales des 5 GAFAM cumulés. C'est les deux premières barres à gauche. Donc la France, ça représente moins que les GAFA plus Microsoft. Et puis après, vous regardez les autres pays. Donc les autres pays, vous voyez les dépenses en R&D, vous voyez que la Corée est bien au-dessus. Bien. À droite, vous avez les firmes. Donc en firme, c'est beaucoup moins important. Par contre, quand vous regardez l'intensité, le rapport, le montant est aussi astronomique par rapport à ce qu'on fait dans les États. Ça va être très dur. Les brevets, je vais rapidement puisqu'on a un problème de temps. Dans les 20 premiers, vous avez 3 Américains, vous avez une quantité assez impressionnante, 12 de mémoire de Japonais, vous avez quelques Coréens, 3 Coréens, vous avez un d'Européens, Siemens, qui est 11e. Donc on voit que les brevets dans ce domaine sont une affaire extérieure. Est-ce que la R&D est favorable à la concurrence ? Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Si vous regardez les deux graphiques à gauche et à droite, ce qu'on a à gauche, c'est la productivité globale des facteurs, donc l'augmentation d'efficacité, tout ça c'est le taux de croissance, l'augmentation d'efficacité des facteurs de production. On voit que cette augmentation est à peu près stable, mis à part le pic de 2008-2010, où on sait qu'il y a eu des choses, voire tendance à la baisse. Ce que vous voyez à droite, c'est la hausse des dépenses de R&D. Conclusion, il faut dépenser des sommes de plus en plus astronomiques pour obtenir à peu près le même rythme de croissance, d'augmentation de la productivité. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant. Ça veut dire que le progrès technique est de plus en plus coûteux. Deux graphiques pour illustrer ça. Donc là, vous avez la microélectronique. Ce que vous avez en bleu, ça serait le nombre de chercheurs qu'il aurait fallu pour garder la loi de Moore, donc qui est un indicateur du progrès technique, si on était resté au même rythme qu'il y a 20 ans. Ce que vous voyez en vert, c'est le nombre de chercheurs qu'on a eu besoin de recruter pour garder le même rythme de progrès technique. Donc on voit que le progrès technique est de plus en plus consommateur, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de chercheurs. Deuxième illustration, c'est le cas de la pharmacie. Ce que vous avez en vert, c'est le nombre de chercheurs. Ce que vous avez en bleu, c'est le nombre de molécules déposées. Donc de moins en moins de molécules pour de plus en plus de chercheurs. Pour le numérique et Internet, on a aussi des leçons qu'on pourrait en tirer. Bon, pour aller rapidement,
ce qu'on voit, c'est qu'il y a un coût d'entrée énorme, et plus vous mettez beaucoup à l'entrée, plus vous êtes en train de construire des barrières qui vont empêcher de nouveaux entrants. Vous avez un effet cumulatif à l'investissement qui est très très net. Alors, que constate-t-on sur les budgets de R&D des grands leaders? Alors, ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, ils investissent massivement pour avoir une position leadership. Dans un deuxième temps, ce qu'ils vont faire, c'est investir ces budgets de R&D, ils vont les consacrer à verrouiller leur part de marché. Donc en faisant du lobbying, en déposant des brevets qui sont bloquants, en rachetant éventuellement des PME, des startups qui risquent d'être potentiellement des concurrents à long terme. Voilà, donc il y avait un des fondateurs de Facebook qui disait qu'en fait Facebook avait tué l'innovation et que c'était maintenant une stratégie délibérée. Voilà, quand vous regardez les firmes leaders sur le marché, on peut s'inquiéter. Vous regardez, vous voyez Google, Apple, enfin les GAFAM, plus les 3-4 entreprises chinoises pour lesquelles on a des données disponibles. Vous voyez leur part de marché, donc ce sont les petits points, les petits carrés. On voit que ces parts de marché sont très très importantes. Vous êtes à 30, 50, 80%, 90% pour ceux qui sont les plus gros. Conclusion, la concurrence est déjà morte avant d'exister. Voilà, donc ce qu'on peut craindre pour l'intelligence artificielle, c'est exactement le même schéma, c'est-à-dire des modèles qui sont ouverts au départ, histoire de lancer la concurrence, et puis des dépenses massives pour établir un avantage concurrentiel, quitte à faire de la donation gratuite de certains logiciels, par exemple, pour créer un écosystème qui sera fermé, après bloquer les coûts en faisant des mutualisations pour faire face aux coûts croissants, et en fait bloquer l'entrée des petits qui ne pourront plus avoir la capacité financière de financer l'entrée sur le marché. Et puis le rachat des startups. Voilà. Après, que se passera-t-il? Est-ce que l'intelligence artificielle permettra de faire des économies de coûts, si par exemple l'intelligence artificielle arrivait à s'auto-augmenter, ou au contraire, est-ce qu'on aura ce qu'on a obtenu pour ce qu'on a déjà constaté pour les autres marchés, des coûts croissants et donc une sortie progressive de toute concurrence possible, voire la captation de valeur ajoutée sur d'autres secteurs. Voilà, le montant des acquisitions, vous voyez en haut, c'est Google. Google, Amazon, Apple, Intel, Microsoft. Ok. Bien. Même chose pour le cloud. Pour le cloud, vous voyez la part de marché d'Amazon, c'est aujourd'hui le tiers du marché, suivi de Microsoft et Google. Donc vous prenez ensuite, vous voyez encore IBM, etc. Donc là, c'est pareil, le marché est détenu déjà par des gros intervenants américains. Quelle sera la part disponible pour d'autres opérateurs? Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est un peu limité par le temps. Donc, merci.